Autre chose à propos de Gorbatchev, qui était un personnage tellement émouvant et pathétique, et qui a fait un fiasco prodigieux, mais on l'a bien aimé. Et je voudrais dire quelques remarques de résonance avec sa psychologie pour essayer de mieux comprendre. D'autant qu'on a vu récemment un film sur la 7 ou un film qui date de 2020, je crois, où il dit cette chose incroyable. Le Russe qui l'interviewe lui dit « Mais vous pensez avoir réussi quelque chose ?» Et il dit « Au moins on a la paix ». Et je me suis dit qu'entre-temps, il avait dû prendre une claque supplémentaire avec la guerre en Ukraine. Mais ça indique les choses quand même. C'est que ce bonhomme intelligent, très ouvert, il voulait donner une nourriture vitale qui manquait à son peuple, la liberté. Et il l'a dit dans ce film. Et qui a apporté la liberté? Il pense que c'est lui. Et il a apporté la liberté, mais la liberté, ça ne se donne pas. Et à la rigueur, ça se conquiert, ça s'arrache, ça se défend. Ça ne se donne pas, sauf à la rigueur à des esclaves. On les a franchis. Mais quoi après? Donc, même avec les esclaves, il ne suffit pas de la donner, la liberté. Et en l'occurrence, il a donné la liberté et les gens se sont empiffrés avec, et les plus forts en ont mangé le plus. Ça a donné des capitalistes, des oligarques, des corruptions fantastiques. Et là où lui il pensait transparence, glasnost, et puis reconstruction, perestroïka, on va reconstruire. Mais il n'a pas mesuré à quel point il héritait d'un pays ruiné. Mais peu importe, je ne vais pas faire l'analyse éco-socio-politique, etc. Je veux juste pointer des éléments essentiels de sa psychologie et de la psychologie du phénomène. Donc il a voulu donner un bien, la liberté, donner des réformes, mais il n'avait pas l'autre main pour tenir et retenir ce qui risquait de se décomposer. C'est-à-dire qu'il donnait de quoi enclencher un processus qui pouvait comporter l'effondrement, la décomposition, et à côté, il n'avait pas en tête et en main de quoi contrôler, de quoi retenir pour créer ce que moi j'appelle une dynamique d'entre-deux. C'est-à-dire où on donne quelque chose, on lance une idée forte, mais il faut penser à ses contraires et aux interactions qui peuvent se produire. Et là, les contraires ont été complètement lâchés et ça a donné cette classe abominable de grands profiteurs qui ont littéralement empêché de créer une dynamique de vie. C'est pas seulement augmenter la productivité, enfin ils étaient et je parle des apparatchiks, du parti, de Gorbatchev aussi, ils étaient dans une obsession aussi qui ne leur a pas donné un dynamisme de l'obsession de rattraper l'Occident, de rattraper l'Amérique, comme si ça se mesurait en unité de production.
Donc ils n'ont pas réussi à créer une dynamique d'entre-deux qui à la fois libère les énergies et donne de quoi les contenir pour les relancer à nouveau. Donc manque d'entre-deux et obsession d'avoir l'idée du bien, la liberté, donner la liberté. Et évidemment, vous demandez à des États, alors vous voulez quoi? Ah ben, vous voulez l'indépendance, la liberté? Ah oui, l'indépendance. Puis boum, tout a explosé parce que il n'y avait pas de quoi contrebalancer, de sorte que ce brave bonhomme s'est retrouvé à déclarer « Je démissionne de mon poste de président de l'Union soviétique, car la ligne qui a prévalu a été celle de la décomposition. » Ben oui, mais elle a prévalu parce qu'il lui-même n'était que sur une ligne et pas sur deux, avec l'entre-deux comme espace de jeu. De sorte que, voilà, ils sont dans un état encore plus arriéré. Ils n'ont pas, et là, dans cette guerre d'Ukraine, ils sont en retard complètement sur ceux qui dirigent la guerre, c'est-à-dire sur les Américains. Les Américains peuvent savoir à la minute près s'il y a un drone acheté par les Russes aux Iraniens et qui leur pète à la figure parce qu'il n'est pas bon. Et les Américains le savent et les Russes ne le savent pas. Donc, il y a l'état d'arriération, ce pathétique bonhomme n'en a pas pris la mesure, tellement il était sûr d'apporter le bien. Et si vous lisez mon Shakespeare, qui vient de paraître, Shakespeare, question d'amour et de pouvoir, vous verrez comment Shakespeare est énervé et s'attaque à des gens qui croient apporter le bien. Ils ne supportent pas ça. Non pas qu'ils veuillent le mal, évidemment, mais des gens qui apportent le bien sans voir le mal que ça révèle, que ça produit, que ça reproduit, et qui se conjuguent au mal antérieur, ben, c'est des braves naïfs. Et il a dit cette phrase pathétique dans le film, « Je ne dors pas beaucoup, je pense. » Ben, il a de quoi penser. Et puis, l'autre idée essentielle à propos de Gorbatchev, c'est que si vous l'entendiez parler de sa femme qui est morte il y a pas mal de temps, d'un cancer, si vous l'entendez parler de leur amour, il en parle d'une manière qui indique que c'était fusionnel, mais il le dit lui-même. Il dit, vous savez, on ne faisait qu'un. C'était la fusion et des gens me disaient qu'elle me mène par le bout du nez. J'étais d'accord, finalement. Donc, fusion, c'est quelqu'un qui aime dans le fusionnel, c'est-à-dire, finalement, qui ne fait pas trop la différence. Aimer dans la fusion, c'est nier la différence homme-femme, qui n'est pas que la différence des sexes, mais qui est tout un abîme passionnant qui sépare et qui relie les hommes et les femmes. Et donc, c'est très risqué, parce que dans la vie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, si il aime, eh bien, il croit qu'il est aimé. Et si des gens lui donnent des signes qu'eux l'aiment bien, eh bien, il est sûr qu'il est aimé. Et il les aime. Quelle est la conséquence? C'est que
les dirigeants occidentaux, ben, ils l'aimaient beaucoup, Gorbatchev. Il allait libérer, c'est-à-dire aussi décomposer la fédération, l'union de toutes ces républiques. Et on ne résiste pas à ce sentiment d'être aimé et de vouloir aller dans le sens de ceux qui vous aiment quand on aime de façon fusionnelle. Et là encore, Shakespeare, si vous lisez ce livre, vous verrez que il n'apprécie pas trop l'amour fusionnel, c'est-à-dire l'amour qui est tel que quand l'un, par exemple, a mal, l'autre a mal aussi, que quand l'un grinche, l'autre aussi, que quand l'un a l'air mort, l'autre se tue. Roméo et Juliette, c'est ça. C'est l'amour de type Roméo et Juliette. C'est fait pour les adolescents. C'est pas fait pour les gens de entre 50 et 60 ans. Je crois qu'il avait 54 ans quand il est arrivé au top. Et ben voilà, Shakespeare, dans les histoires qu'il invente, il aurait tué ce personnage. Ça veut dire, il aurait manigancé des circonstances où il se révèle que ce type est mort, que c'est pas vivable, que c'est pas viable. Et en fait, il était mort le jour où il a constaté la décomposition et où il a dit « Sans moi, je démissionne, je veux pas de ça. C'était pas ce que je voulais. » Ben oui, mais c'est ce qui s'est produit à partir de ce qu'il voulait, parce que, donc je vous résume les deux points clés de son péché entre guillemets. L'un, méconnaissance de l'entre-deux, c'est-à-dire du fait que quand on apporte le bien, il faut gérer le mal qui va avec. Et la différence, l'entre-deux, c'est un espace élargi d'une différence dialectique, interconnectée, avec des liens, des contradictions. Deuxièmement, l'amour fusionnel, c'est-à-dire qui ignore l'entre-deux, qui ignore l'écart, qui ignore l'espace de jeu dans les rapports affectifs. Donc finalement, dans les deux cas, c'est un déni de la différence. Et Shakespeare vous déclinera ça en comédie et en tragédie, que c'est un régal. Donc Shakespeare vous donnera une critique qui va bien au-delà de celle des experts en politologie, en géopolitique. Il vous dira la quintessence de ce phénomène pathétique dont nous voyons les conséquences